voilà, la volonté effectivement de pouvoir communiquer avec les plus jeunes, et ce qui paraît essentiel. D'accord. Alors, on va passer à une période de questions. Vous pouvez aussi, pas nécessairement poser des questions, si vous avez des commentaires à faire, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. C'est intéressant aussi que tout le monde participe aux réflexions, en faire une sorte de forum dans lequel on échange des idées. Alors, première question. Attendez Ici. le micro, s'il vous plaît, oui. Attendez le micro avant de... Qui peut aider Damien avec le deuxième micro? Attends-moi, merci. Merci, je ne suis pas du tout scientifique et j'ai appris beaucoup de choses et je serais peut-être devenue scientifique si j'avais eu un professeur de sciences comme vous. Alors, j'ai plusieurs questions, mais j'en pose une seule, mais nombreux. Et justement, elle concerne le commencement. Cette photo, enfin cette image, jaune et bleu, qui a été colorée pour qu'on comprenne, vous êtes très affirmatif, voilà comment c'était il y a 17 milliards d'années, je ne me suis pas trompée là-dessus, voilà. Comment est-ce que vous en êtes sûr? C'est quelque chose qu'on a vu, qu'on invente, qu'on imagine? Bon, je ne peux pas vous le décrire. Quand je fais des cours, je passe plusieurs jours, plusieurs heures pour montrer que cette interprétation est une interprétation hautement crédible. Bon, en science, on n'est jamais dans la vérité absolue, mais on s'approche de quelque chose de hautement crédible. Et je ne peux que vous affirmer, vous allez être obligé de me faire confiance, que c'est hautement crédible, il y a des milliers d'astrophysiciens qui étudient cette question, et c'est quelque chose qui est admis par tout le monde. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en peu de mots. Autrement, ce serait très long. Oui, je voudrais remonter aussi au début, mais peut-être à l'actualité, puisqu'il n'y a plus de temps maintenant. Et que... Alors, comment peut-on parler d'expansion à propos de quelque chose dont on pense qu'il est infini? Ben, justement, dans l'infini, il y a de la place. Vous n'êtes jamais coincé dans l'infini. Si l'univers était fini et qu'il y avait des frontières, évidemment, ça pourrait coincer. Mais quand il n'y a pas de frontières, rien ne coince. Donc ça prend un peu d'imagination, mais on y arrive à le comprendre. Ce que ça veut dire, que l'expansion, ça veut dire toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est tout ce que ça dit. Et dans l'infini, ils ont de la place. Et je vais vous demander de vous lever, parce que j'aime bien voir les personnes qui posent des questions. Oui. C'est vous, madame, là-haut, là? Non. Allez-y. Si, allez-y. Moi, donc, je suis dans une école, enfin au collège. Je suis en 5e, et il y a un très grand parc. Et donc, déjà, je vais essayer de lui proposer de faire partie de... Très bien, oui, mais je vous encourage à le faire. Et j'aurais une question. Vous aviez dit qu'on était près de la 6e extinction. C'est quoi les 5 premières? Alors, les 5 premières, bon, la vie existe depuis à peu près 1 milliard d'années. Il y en a eu 5, dont la 5e, qui est la plus connue, je ne prendrai pas les autres, c'est celle qui a vu disparaître les dinosaures. Il y a 65 millions d'années, une météorite géante a frappé la Terre quelque part, on a retrouvé le cratère, c'est près du Mexique, près de Yucatan, et on a retrouvé le cratère. C'est la collision qui a envoyé des ondes thermiques extrêmement élevées et qui a éliminé les dinosaures, pas tous. Il y a encore des petits dinosaures qui existent parmi nous, c'est les oiseaux. Maintenant, nous savons que les oiseaux sont des successeurs des dinosaures qui ont survécu à cette expansion. Mais les gros dinosaures que vous voyez, comme dans Jurassic Park, par exemple, ils étaient partout sur la Terre à ce moment-là, des pôles jusqu'à l'équateur, et ils ont été absolument éliminés par cette collision. Ça, c'est la 5e. Alors, je ne vous décrirai pas les autres parce que ça prendra encore un moment, mais ça vous donne un exemple. Oui, merci pour votre intervention. Juste, ça me faisait penser à la fin, Oasis Nature, la biodiversité. Ça pourrait être intéressant que ça se sache aussi au niveau
du portail, est-ce qu'il existe une petite affichette qui peut permettre de montrer aux passants que cette association existe? Absolument. Et vous avez droit à un petit panneau que vous mettez sur votre terrain, sur votre lieu, et qui dit « Ici, on préserve la biodiversité ». Moi, j'en ai mis sur notre maison de campagne, par exemple, mais il y en a déjà plus de 1000. Hein. Il y en a déjà beaucoup d'oasis nature au Canada, en France, en Belgique, en Suisse. C'est quelque chose qui se répand beaucoup. Et Dieu dans tout ça? Oui. Alors, évidemment, j'ai essayé d'éviter de me lancer dans des questions philosophiques et religieuses. C'est évidemment très important. C'est évidemment une question fondamentale. Les êtres humains ont besoin que leur vie ait un sens. Et les religions, sur la Terre, on connaît des quantités d'histoires saintes. Il n'y a pas un pays, pas un lieu, pas une petite île en Indonésie ou ailleurs, ou grand empire qui n'ait son histoire sainte. L'histoire sainte, c'est une histoire qui dit le passé, qui dit est-ce que Dieu existe, quelle est l'image de Dieu, qu'est-ce qu'il y a après la vie, le culte des ancêtres. C'est quelque chose d'absolument universel. Ce qui est toujours un peu étrange, c'est que ces histoires soient différentes d'un pays à l'autre. Par exemple, si vous êtes en Occident, c'est le christianisme. Le christianisme, c'est l'existence d'un Dieu, mais qui est une personne. C'est-à-dire, vous pouvez le prier. Il y a quelqu'un au bout de la ligne quand vous priez. Tandis que si vous étiez en Orient, vous seriez vraisemblablement taoïste ou bouddhiste. Et là, il y a un grand principe, qui est le principe organisateur, mais qui n'est pas une personne. Il n'y a pas de téléphone, vous ne pouvez pas le prier, ce n'est pas la peine de prier, ce n'est pas une personne. Chaque groupe humain a des représentations différentes. C'est intéressant de le savoir, ça nous fait comprendre comment toute cette question est importante et elle est très marquée par la culture locale. Ce sont les cultures locales qui font qu'en Occident, on est plus comme ceci, qu'en Orient, on est plus comme cela. Moi, je pense que ça reflète le fait, je vous dirais par exemple, vous n'auriez pas l'idée d'enseigner la géométrie à votre chat. Parce que vous pensez bien que votre chat, il n'est pas capable de comprendre la géométrie. Puis de toute façon, ça ne l'intéresse pas. Ça, c'est pour moi un message qui dit ceci. Les chats, nous sommes des espèces animales. Nous avons notre connaissance, notre intelligence, mais nous avons une intelligence limitée, comme tous les animaux. On est peut-être plus intelligent que les chats, je ne sais pas, vraisemblablement, c'est une question de mots, mais ça reflète bien le fait que toutes les espèces animales ont développé leur intelligence autour de la survie. Nous avons l'intelligence qu'il faut pour pouvoir survivre, mais c'est tout. Nous ne sommes pas infiniment intelligents, et je pense que ce fait qu'il y a des différences reflète justement le fait qu'il y a une réalité bien au-delà de nous, que nous ne sommes vraisemblablement pas en mesure de comprendre, comme les chats ne sont pas en mesure de comprendre la géométrie, et que, pour moi, c'est mon interprétation personnelle, c'est que la nature est extrêmement intelligente. Ça, c'est quand vous voyez tout ce qu'il y a dans la nature, dans les phénomènes naturels, mais que cette intelligence nous dépasse énormément. Bon, chacun a son opinion. Et si jamais toutes les galaxies... Où est-ce que tu es, là? Ah, très bien, oui. Si jamais toutes les galaxies, elles s'éloignent, alors nous, qu'est-ce qu'on va devenir dedans? Ben nous, on va toujours habiter dans notre galaxie, toujours, je veux dire, jusqu'à notre mort. Mais les galaxies, chaque galaxie reste ce qu'elle est. Tu ne t'aperçois pas que les autres galaxies bougent. Et en fait, pendant longtemps, on ne l'a même pas su. Ça ne nous empêche pas d'exister. Bonsoir. Déjà, merci pour cette belle conférence. Donc moi, j'avais deux questions. Donc, je suis jeune professeure de physique-chimie et j'ai deux questions. Donc déjà, ma première question, c'est comment la matière s'est répartie parce qu'on sait qu'il y a eu le Big Bang.
Ensuite, il y a eu 3 minutes, qu'on appelle nucléosynthèse primordiale. Et en fait, à partir de là, bon, ben, il y a l'expansion de l'univers, etc. Mais comment, enfin, est-ce qu'il y a des recherches concernant comment la matière s'est répartie, en fait Qu'est-ce que vous voulez dire en disant que la matière s'est répartie? Ben, il y a eu des amas d'étoiles, il y a plusieurs galaxies. Oui. Comment ça s'est dessiné? Comment... Alors, bon, je vais vous dire ce que la science nous apprend aujourd'hui là-dessus. Et la science reste quand même très incomplète. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais l'image qu'on se fait, c'est que le Big Bang, d'abord, il n'est pas né en un point. Ça, c'est une mythologie trop répandue. L'univers est vraisemblablement infini. Pas certainement, mais en tout cas extrêmement grand. Il est extrêmement grand et l'univers des premiers temps, il est homogène. C'est-à-dire que c'est partout pareil. C'est comme de l'eau, disons. Et progressivement, à mesure que l'univers vieillit, la gravité, la force de gravité fait que cette matière homogène se transforme en bulles, en boules qui forment des amas dans lesquels se forment des étoiles. C'est la gravité qui va transformer cette matière homogène en une matière inhomogène composée de sphères, de galaxies, d'étoiles. C'est la vision. Et il y a d'ailleurs, si vous regardez sur Internet, vous allez voir, il y a des simulations de cela qui sont très impressionnantes, où vous voyez comment apparaissent les premières galaxies, les premières étoiles. Vous regardez, si vous mettez simplement univers en expansion ou n'importe quoi sur Internet, on vous donne des réponses, mais ça vaut la peine de le voir si cette question vous préoccupe. Elle est très intéressante, effectivement. Excusez-moi, je ne veux pas du tout vous contredire ni rien du tout, c'est pas du tout mon souhait. Mais justement, si la matière à la base elle était homogène, comment ça se fait que ça n'a pas donné une matière ou un seul ensemble en fait homogène? Une matière homogène, elle n'est pas totalement homogène. Vous avez raison de poser cette question. Il y a des toutes petites fluctuations. C'est d'ailleurs ce qui faisait les fluctuations, car vous avez vu l'image tout à l'heure du rayonnement fossile, c'est que la matière est légèrement inhomogène avec des différences de densité d'une partie dans 10 millions. C'est très très faible. Et chacune de ces petites condensations initiales vont ensuite croître parce qu'évidemment, elles attirent la matière autour d'elles et ils vont se condenser, se former, ils vont donner lieu, par exemple, à des amas de galaxies dans lesquels vont se former des galaxies, dans lesquelles vont se former des étoiles, des planètes, etc. C'est une progression par chapitre. Merci. Et excuse-moi, j'avais une deuxième question. Alors, en fait, donc, on sait que donc, les atomes comme l'azote, l'oxygène, le carbone sont fabriqués au sein des étoiles grâce à des fusions nucléaires. Donc ça va jusqu'au fer. Oui. Et en fait, la question, c'est comment les atomes plus lourds que le fer sont-ils du coup fabriqués? C'est par des captures de neutrons, en fait. Quand le fer est le noyau le plus stable et les réactions thermonucléaires vont jusqu'au fer. Mais certaines de ces réactions produisent des neutrons qui ne sont pas repoussés par la force électrostatique. Et ce sont ces irradiations de neutrons qui forment tous les éléments plus lourds jusqu'à l'uranium ou au thorium. Merci. Bonsoir. Donc moi, je vais vous parler d'un problème local. Je représente un petit collectif qui s'appelle Urgence Saclay. Donc localement, nous avons une sorte de grande oasis d'agriculture qui est en train, au nom de la science, d'être réduite. Alors, c'est une agriculture qu'on pourra dire pas forcément exemplaire, mais qui est en transition vers les circuits courts. Mais aujourd'hui, elle est menacée, cette oasis agricole du plateau de Saclay, donc sur des terres très fertiles, par des installations qui ont une grande prétention scientifique, puisqu'il y a d'abord l'université Paris-Saclay. Donc quand on dit que c'est pour la science, c'est surtout pour la compétition sportive entre les nations. Et récemment, le dernier projet des élus, c'est une exposition universelle au nom également de protéger la planète, mais c'est aussi sur des terres agricoles. Ce qui est nié donc par d'ailleurs les élus qui disent que ce n'est pas sur des terres agricoles puisque c'est une zone d'aménagement concertée. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a un exploitant qui est exproprié de 30% de ces terres agricoles. Et alors,
cette introduction que je viens de faire, ce serait pour Monsieur Hubert-Rive de vous inviter peut-être à vous positionner par rapport à ces problématiques, puisque donc les élus ont réussi à trouver un support scientifique. Bon, dans leur discours, tous les instituts unanimement soutiennent à la fois donc l'installation sur le plateau de Saclay, qui est un déménagement, hein, je précise, c'est pas créer des choses qui n'existaient pas, des nouvelles infrastructures de recherche, c'est déplacer ce qui existe, voilà, pour les concentrer, pour que ça ait juste une meilleure visibilité internationale. Et en fait, donc avec cette exposition universelle aussi, qui a pour titre « Protéger la planète », donc c'est partager la connaissance et partager la planète, protéger, pardon, la planète. Il y a par exemple une scientifique, une membre, une vice-présidente du GIEC qui dit « Oui, c'est super, ça va relancer l'accord de Paris 2015 ». En gros, voilà, de faire un événement où il y aura plein de gens, 40 millions de visiteurs sur 6 mois, bétonner 110 hectares de terres agricoles supplémentaires, c'est bon pour la planète. Voilà, c'est le discours des élus qui disent oui, voilà, on a le soutien d'une scientifique qui, elle, nous dit oui, mais j'ai eu des garanties des élus. Donc des garanties de quoi? Évidemment, on ne sait pas. Et en fait, on voulait vous inviter à visiter peut-être le plateau de Saclay, à prendre conscience du dossier, peut-être à vous positionner, parce qu'actuellement, il y a un discours où, bon, vous avez présenté les menaces, mais les menaces, tout le monde les reconnaît, à part Trump, par exemple. Mais ici, les élus, ils ne vont pas vous dire non, le changement climatique, c'est pas dangereux. Ils vont vous dire oui, d'ailleurs, on va faire une exposition dans 2025 où on va faire venir des scientifiques, le public, et le thème, ce sera la planète à protéger. Mais donc, on attend 2025. Et après, qu'est-ce qu'on fera? On aura bétonné une partie du plateau. Voilà, je voulais savoir si vous avez une opinion sur les projets locaux ici. Merci. Bon, disons que ça se place dans le problème plus général de l'interaction des humains avec la nature. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit exclure les êtres humains de la nature, la conserver comme sous une cloche, ou est-ce qu'on doit essayer d'intégrer les besoins des êtres humains avec les besoins de la nature et avec les problèmes? Alors, c'est tout à fait typique des problèmes que l'on rencontre généralement. Chaque fois qu'on veut faire quelque chose, je prends par exemple l'avion. Il y a des gens qui disent on ne prend plus d'avion parce que l'aviation, ça pollue. C'est vrai. Mais autre question, est-ce qu'on va arrêter de vivre? Est-ce qu'on va rester chacun chez nous simplement pour empêcher de polluer? Ce sont deux extrêmes entre lesquels il faut naviguer. C'est-à-dire il faut essayer à la fois de sauver la chèvre et le chou, comme on dit, c'est-à-dire de permettre aux humains de vivre, de permettre à la vie de continuer, de permettre à l'éducation de se produire, et en même temps d'essayer de ne pas abîmer, de ne pas détériorer la nature. Ce n'est pas des problèmes simples, il n'y a pas de solution simple, ça se pose à chaque fois qu'on veut faire quelque chose de nouveau, intervenir, intégrer la dimension de notre existence. Nous existons, nous avons le droit d'exister. Si on veut défendre la biodiversité, il est certain que l'éducation est importante, les éducations sont importantes, les universités sont importantes, mais en même temps, comme vous dites, quand on parle des domaines comme ceci, on perd beaucoup de terres arables, c'est-à-dire on perd la possibilité de nourrir la planète. Vous voyez, rien n'est simple, comme disait Saint-Père, rien n'est simple. À chaque coup par coup, les décisions doivent être prises au coup par coup, pas au nom de quelques grands principes qui consistent à dire il ne faut pas abîmer la nature ou bien il ne faut pas tenir compte de la nature. C'est les deux extrêmes et on ne peut pas résoudre cette question d'une façon globale. Ça va être difficile, il va falloir avoir des comités qui vont discuter, ils seront de bonne foi ou de mauvaise foi, comme vous dites, ça c'est le caractère humain. Vous savez ce que c'est le PFH? Qui sait que c'est que... Moi. Oui, allez-y. Oui, je vous ai écouté et effectivement j'ai beaucoup ri quand vous avez parlé du PFH. C'est le putain facteur humain. Voilà, le putain de facteur humain. Ça existe, nous le savons. Et avec cela, souvent la situation est compliquée, les décisions sont loin d'être claires parce qu'on a à sauver la chèvre et le chou. On a à intégrer le putain de facteur humain, PFH. Merci. Une autre personne? Oui, bonsoir, merci. J'avais une question
Tout à l'heure, vous disiez qu'on était tous des animaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas bannir le mot espèce humaine? Est-ce que c'est un abus de langage et pas parler seulement d'espèce animale pour justement nous remettre à notre condition de... ou espèce vivante d'ailleurs, très bien. Voilà. Oui, vous avez raison. Le vocabulaire est important. Par exemple, chez nous, dans ce mouvement, on a éliminé l'idée d'espèces nuisibles et de mauvaises herbes. Parce que c'est donner une connotation morale. Il n'y a pas de mauvaises herbes, il y a des herbes, il y a des plantes. Il n'y a pas d'espèces nuisibles pour nous, mais pas nuisibles en elles-mêmes. Les espèces ont le droit d'exister. Là aussi, nous avons à gérer le fait que nous vivons ensemble et que ça pose quelquefois des problèmes de ce genre. Mais je suis d'accord avec vous sur l'importance du vocabulaire qui exprime toujours quelque chose qui peut avoir une importance psychique importante. Moi, je voulais saluer Sciences Citoyennes et le travail qu'ils font, donc Franck d'Utopia, simplement pour vous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, et moi, ce qui m'a intéressé aussi dans ce que vous avez dit, c'est quelles étaient nos valeurs ajoutées sur Terre. Donc la culture, la science et l'empathie. Et la question c'est, est-ce que c'est pas parce que justement on a perdu notre valeur ajoutée qui était l'empathie, ou en tout cas on est en phase de la perdre, quand on voit la manière dont on traite les animaux, effectivement, la nature, mais aussi les autres humains, les réfugiés, etc. Est-ce que c'est pas parce qu'on est en train de perdre ça, cette part d'humanité quelque part, qu'on est en train justement de perdre ce qui nous relie aux objets, de perdre ce qui nous relie à l'écosystème. Et donc, quelle est la solution? Est-ce que la solution ne vient pas justement d'un changement d'imaginaire pour récupérer ce brin d'humanité, ce changement d'imaginaire étant évidemment un autre rapport aux objets, donc une autre manière de consommer, une autre manière de concevoir la vie, étant une autre manière de concevoir la richesse, qui soit plus seulement monétaire, mais qui soit évidemment la richesse naturelle, etc. Alors là, il y a quelque chose auquel je suis d'accord avec vous, mais il y a un élément qui est intéressant de constater. Il y a un anthropologue de Harvard aux États-Unis qui a publié un livre qui va être traduit et que je vous conseille de lire, dans lequel il montre, chiffre à l'appui, que l'humanité s'humanise, que la violence est en diminution et que, par exemple, pour vous donner des cas extrêmes, quelle est la probabilité pour chacun d'entre nous de mourir de mort violente, guerre ou assassinat? C'est quelque chose qui a varié au cours des siècles. Au temps de l'Empire romain, la probabilité de mourir de mort violente était, tenez-vous bien, 50 fois plus élevée qu'aujourd'hui. Cet auteur montre, en étudiant les guerres, le nombre de morts, etc., qu'il y a une amélioration progressive de l'espèce humaine, que l'espèce humaine d'aujourd'hui est beaucoup, beaucoup moins violente que du temps des Romains ou du temps des Égyptiens, dans lequel, vous le savez, quand on faisait des guerres, on ne faisait pas de prisonniers, hein, on tuait tout le monde. Ça s'appelait passer les gens au fil de l'épée. Le statut de l'esclavage, tous ces éléments qui étaient très présents, diminuent progressivement, statistiquement, avec des hauts et des bas, bien sûr. On déplore Daesh, mais vous allez voir, si je fais une annonce publique, si vous lisez Le Point, le journal Le Point qui vient de sortir, il y a une interview de ce monsieur qui s'appelle Tinker et qui dit ça, qui montre avec des diagrammes que la violence est en diminution progressive quand on prend une différence à l'échelle de milliers d'années. Il y a cette amélioration. Bon, je suis d'accord avec vous qu'il y a encore des choses lamentables. Il ne faut pas penser que tout ça, c'est le paradis, loin de là. Mais c'est bien de savoir qu'il y a des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles vous rendent plus optimiste, plus dynamique pour continuer. La grande tâche, la tâche fondamentale aujourd'hui, c'est Albert Jacquard qui le disait, et d'autres personnes, et j'aime bien cette expression, c'est humaniser l'humanité. Rendre l'humanité plus humaine, dans le sens le plus général du terme. Et ça s'appelle par exemple la compassion, ça s'appelle la fin de l'esclavage, ça s'appelle l'amélioration du statut des femmes, toutes ces choses dont on sait qu'elles sont en progression, non pas quand on prend 10 ans, mais quand on en prend 1000, ça devient visible.
Alors, je propose encore 2 questions, une ici et une du jeune homme en gris avec la capuche, je crois. Donc, avant-dernière question. Bonsoir, et tout d'abord je vous remercie, c'est passionnant, je suis vraiment heureux d'être là ce soir. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai 2 questions qui me préoccupent. La première question, tout à l'heure, vous parliez de sortir de la morosité ambiante, vous parliez des oasis nature que vous avez créées ou que vous impulsez. Une question que je me pose, faire une oasis nature chez soi, c'est comment arriver à communiquer avec les gens qui, pour la plupart du temps, enfin ceux que je rencontre assez souvent, se sentent résignés, on est entouré, on est cerné, il n'y a que l'argent qui compte, il n'y a que ça, de toute façon on ne peut rien faire parce que ça servira à rien. Ça c'est la première question. Et la deuxième question, ici dans la salle, et moi y compris, on est beaucoup de gens, et je trouve de plus en plus, à être préoccupés par les ondes électromagnétiques. Alors moi je ne suis pas contre, ma deuxième profession c'est de dépanner des ordinateurs et d'installer des box Wi-Fi chez les gens. Seulement au fil du temps, j'ai eu mon premier portable il y a presque 20 ans, en 1998, et je suis un passionné d'informatique depuis que j'ai 6 ans, donc ça fait quelques années, j'en aurai bientôt 50. Mais au fil du temps, je me suis mis à avoir des sensations étranges. Alors pendant longtemps, vous savez, quand on est technicien, passionné d'informatique, on se dit c'est dans la tête, ça ne peut pas être ailleurs. Et puis finalement, à force de faire des essais, de couper mon portable, de mettre le Wi-Fi, de m'apercevoir qu'en mettant le Wi-Fi, 5 minutes après, je commençais à avoir mal là, ici, et là aussi, c'est très précis, et que quand je le coupais, ça disparaissait, à force de refaire cette manipulation 1 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois, à force de faire des installations de Wi-Fi chez les gens, de passer 4 heures, et de m'apercevoir qu'après, j'étais vidé pendant 2 jours. Je me suis mis à me rendre compte que ça faisait quelque chose sur mon propre corps. Et j'ai supprimé le Wi-Fi chez moi, mais je continue à en installer chez des gens quand même. Donc, en clair, ma question c'est est-ce que vous avez une opinion sur les ondes électromagnétiques et par rapport à ce qu'on dit généralement, c'est-à-dire le discours ambiant, que ça ne fait rien sur les gens à des niveaux d'émission aussi faibles, mais il y a beaucoup de gens ici dans la salle et ailleurs qui ressentent quelque chose dans leur corps, donc qu'est-ce que vous en pensez? Et quel est le phénomène qui se produit? Merci. Bon, moi je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions. Je suis les argumentations, les débats, c'est jamais simple parce qu'il y a toujours des intérêts à défendre tel point de vue, il y a de l'intérêt à défendre le point de vue que c'est pas grave, mais les études scientifiques que j'ai vues et crédibles par des gens sérieux ne m'ont jamais amené à conclure que les ondes électromagnétiques étaient nocives. Mais ça, c'est simplement mon domaine à moi, ma connaissance, je ne suis pas spécialiste, j'écoute ce que vous dites, et c'est vrai que ce sont des questions qui sont importantes. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, il n'y a pas de deuxième question, j'aimerais vous la poser, s'il vous plaît. Oui, mais courte, s'il vous plaît, Très parce court. qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Monsieur Hubérix, qu'est-ce que vous allez manger demain? Ah, ça vous intéresse? Alors oui, parce que vous nous dites que nous serons 10 milliards bientôt sur la Terre, et que nous avons exterminé la moitié des espèces sur la planète, que nous consommons, que nous surpêchons, que la viande vient à diminuer. Donc du coup, pour les 10 milliards d'êtres humains à venir, qu'est-ce qu'on va manger demain? Alors, je vais vous dire une réponse qui est faite. Ça dépend de ce que vous allez manger. Si vous ne mangez que des céréales, personne n'a envie de manger des céréales tout le temps, mais ça, c'est une question de chimie. On pourrait faire vivre 12 milliards. Si vous voulez manger de la viande de bœuf, 3 milliards. Donc, je crois que la leçon est là. Ça ne veut pas dire devenir tous végétariens. Ça veut nécessairement dire que nous allons diminuer notre fraction animalière, et en particulier le bœuf, parce que le bœuf, chaque fois qu'il vous donne 1 calorie, 1 unité énergétique, il en a pris 10 dans les céréales. Vous voyez? C'est là que ce qu'on mange importe. C'est qu'il y a des nourritures qui sont plus économiques, plus énergétiques, moins gaspilleuses. Manger du bœuf par rapport à manger des céréales, c'est un gaspillage parce que pour faire 1 kilo, 1 unité d'énergie du bœuf, il a fallu 10 unités de céréales. Bon, chacun décide comme il veut, chacun décide s'il veut être végétarien ou non. Simplement, c'est intéressant de savoir les faits. Savoir les faits, que notre façon de nous nourrir aujourd'hui,
qui est d'avoir pratiquement de la viande à tous les repas, c'est pas durable. Mais on peut vivre sans ça. Alors merci à tous. Je crois qu'on va laisser Hubert, j'ai envie de dire, se reposer un petit peu, pas forcément, puisque effectivement il propose de signer encore ses livres. Merci à Utopia, merci à L214, merci à Artisans du Monde, merci à la Terre entière d'être, voilà, on est encore là et on va essayer de faire au mieux avec tout le grand bonheur dont on est capable et toute la joie possible en tout cas. On se dit à très bientôt. Dans le hall, Artisans du Monde vous propose des boissons, donc c'est offert. Vous avez aussi pour d'autres du taboulé, voilà, ce que vous voulez en tout cas. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille dans le hall. Et puis nous allons continuer dans très peu dans 2-3 minutes avec le film de Marie-Dominique Delsing sur Pierre Rabhi. C'est Pierre Rabhi à la reconquête du songe.